Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La déclaration de politique générale proposée par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a été adoptée le 15 juin dernier à l'écrasante majorité des députés de l'Assemblée nationale. 108 élus ont voté pour et 35 contre. Le document fixe les actions prioritaires du gouvernement dans les prochains mois. Il s'articule autour des axes comme la paix, la sécurité, le dialogue social ou encore la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à cette déclaration de politique générale et la précédente? Les préoccupations des Maliens sont-elles prises en compte dans ce document? Est-ce un document de campagne comme le pensent certains observateurs? Nos invités sont au nombre de 3. Yaya Sangaré de l'ADEMA qui représente la majorité, et Al-Kaïdi Touré de l'URD qui représente également l'opposition, et Ibrahim Ikassa Maïga, juriste. Bonsoir à tous et bonsoir chers auditeurs. Le grand dialogue. Alors ce soir, nous parlons de la déclaration de politique générale. Nous allons essayer de savoir si ce document répond aux besoins des Maliens. Pour commencer, on va faire le point avec Issa Fakaba Sissoko par rapport aux axes prioritaires. L'axe numéro 1 de cette déclaration de politique générale est relatif au retour de la paix. Il est considéré par le Premier ministre comme une urgence absolue. Le chef du gouvernement compte atteindre cet objectif en s'appuyant sur la mise en œuvre efficace de l'accord. Abdoulaye Idrissa Maïga annonce une mission de bons offices d'ici le 30 juin dans les régions de Kidal, du delta intérieur et de la boucle du Niger. L'objectif de cette mission, explique-t-il, est de rendre effective la présence de l'État à Kidal, mais aussi de contribuer à stabiliser le centre et à consolider le vivre ensemble. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre promet également une mise en œuvre efficiente et rigoureuse de la loi de programmation militaire avec un renforcement des capacités d'anticipation, d'intervention et de protection des forces armées. Le second axe porte sur le dialogue social. Selon le chef du gouvernement, il sera le fil conducteur de l'action gouvernementale. Le gouvernement envisage d'adapter le code du travail en vigueur à l'évolution du contexte socio-économique et institutionnel. La création d'un conseil national de dialogue social est également annoncée. Le troisième volet de cette déclaration de politique générale concerne le programme présidentiel d'urgence sociale. Dans ce troisième axe, une place de choix sera réservée à la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie. Cette déclaration de politique générale intervient alors que le pays connaît des mouvements de protestation contre le projet de révision constitutionnelle. Alors c'était là un point fait par Issa Fakaba Sissoko. Monsieur Yaya Sangaré, vous êtes député de l'ADEMA, vous représentez la majorité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Issa vient de nous parler des différents axes. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des priorités de Abdoulaye Idrissa Maïga dans cette déclaration de politique générale? D'abord, cette déclaration de politique générale est une exigence de notre Constitution, à son article 178. Et comme Issa Fakaba vient de dire, les différentes priorités d'abord, c'est le parachèvement d'abord de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. La deuxième priorité, pas par ordre de préséance, il y a également l'apaisement du climat social. Il y a également la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale et également faire en sorte que le Mali soit, quand même l'image du Mali soit mieux vue à l'extérieur. Voilà quelques priorités parce que nous sommes à quelques enclavures de la fin du premier quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, ce que le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a décliné devant l'Assemblée nationale est une suite logique de ce que ses prédécesseurs ont déjà entamé et des efforts immenses qui ont été faits jusque-là. Donc lui, il essaie maintenant de resserrer les choses autour de ces différentes priorités pour que, au moins, non seulement le climat social puisse être apaisé, mais qu'on puisse quand même parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Alors, Monsieur Al-Kaïdi Touré, vous êtes député de l'opposition, du parti URD précisément. Alors, selon vous, est-ce que ces priorités, que pensez-vous déjà de ces priorités définies dans cette déclaration de politique générale? Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je salue vos éditeurs par le monde, et particulièrement la population de Diré qui nous écoute actuellement. J'ai dit, en parlant des priorités, parlons peut-être d'abord du Mali, parce que pour parler de priorité, pour parler de développement, il faudrait d'abord qu'il y ait de la paix. Et pour ce qui est de l'axe Mali en paix, les mesures qui ont été préconisées sont tout simplement illusoires.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez? Rien que des missions de bons offices. Pendant 2 ans, ce qu'on n'a pas pu réussir à faire un accord, ce n'est pas des missions de bons offices qui vont pouvoir régler le problème dans les zones du nord, du delta du Niger et de la boucle du Niger. Cela dénonce tout simplement de l'inefficacité des outils utilisés jusqu'à présent. Un accord pour la paix qui est absolument inopérant, une mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire inefficiente malgré les moyens budgétaires colossaux consentis. C'est ça. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de venir et faire une énumération c'est-à-dire chacun peut dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ce n'est pas de ça que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Il y a plus de 4 millions de Maliens qui ont faim. On doit leur dire comment ils vont pouvoir manger, avoir une seule ration journalière par an. C'est de ça qu'il s'agit. Le petit commerce meurt. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens pour qu'ils puissent vivre? L'artisanat se meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces artisans pour qu'ils puissent vivre? Dans les campagnes, les cultivateurs n'ont pas de moyens de production. Alors, nous allons toucher les autres préoccupations déjà. Alors, monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, vous êtes juriste. Parmi cette déclaration de politique générale s'inspire déjà des priorités du mandat du président de la République. Il s'articule sur 4 axes. Il s'agit de parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale, et également adapter la diplomatie malienne aux exigences de sa place et de son rôle dans les questions sous-régionales, régionales et internationales. Alors, avec les axes qui ont été cités par Issa et le député de la majorité, Yaya Sangaré, est-ce que vous pensez que déjà ce sont les priorités qu'il faut actuellement pour le Mali? Merci bien, M. Touré. Je salue les honorables Touré et Sangaré. Je salue aussi les auditeurs au passage. En fait, nous nous retrouvons toujours dans l'urgence. Je pense que cela... mais en tant que juriste, déjà, je voudrais m'appuyer sur la disposition constitutionnelle qui prévoit justement cette déclaration de politique générale. Parce que c'est l'article 78 de la Constitution de 1992 qui parle plutôt de programme de politique générale, mais où éventuellement le Premier ministre a l'obligation de présenter devant les élus nationaux un programme de politique générale ou éventuellement une déclaration de politique générale. Mais il se trouve que la tradition instituée au Mali, finalement, c'est cette déclaration qui est plutôt expéditive. Parce que la différence, c'est que le programme est beaucoup plus mûri, le programme est beaucoup plus spécifié, chiffré et daté, donc avec un chronogramme précis. Et on préfère justement se rabattre justement sur une déclaration à la va-vite qui permet de ne pas tellement trop s'engager. Je pense que vous voyez. Et c'est pour cela on se permet de faire beaucoup d'incantations. Nous sommes d'accord, la paix, la paix, la paix. Et aujourd'hui, je pense que l'honorable Sangaré a dit l'axe prioritaire, c'est la paix, mais c'est plutôt, je pense, le premier point annoncé dans la déclaration de politique générale présentée et défendue par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, c'est plutôt la mise en œuvre de l'accord. Et ça, en termes de mise en œuvre de l'accord, nous en avons eu notre dose. Puisque c'est la recherche de la paix qui conduit à cela. Ça a été annoncé à travers la signature de l'accord. On a dit non, signons l'accord, nous aurons la paix. Ça a été signé, nous l'attendons encore. Et mettons en œuvre, opérationnalisons les régions du Nord, Taoudéni et Ménaka. La paix viendra, on l'attend encore. Il faut installer les autorités intérimaires, nous aurons la paix. Il faut opérationnaliser les MOC, les mécanismes opérationnels de coordination qui instituent les patrouilles, nous aurons la paix. On est allé à tout cela. Organisons la conférence d'entente nationale, nous aurons la paix. Nous l'avons fait toujours. Nous attendons toujours cette paix. Et le gouvernement se rue dans les brancards toujours à respecter sa part d'engagement dans l'accord, alors que les autres partis, ce gouvernement n'a pas les ressorts nécessaires pour les pousser justement à faire le pas en avant vers cette paix.
Donc, il y a justement, donc le retard dans la mise en œuvre. Il y a un véritable retard. On est dans les incantations, mais comme l'honorable Touré l'a dit tout de suite, les véritables moyens pour y parvenir ne sont pas réellement développés. Donc, on manque de génie de ce point de vue. Un programme de politique générale au lieu d'une déclaration de politique générale, ça aurait pris en compte les préoccupations de M. Touré. Un programme aurait permis de mieux réfléchir. Nous sommes d'accord à la situation, aux objectifs, aux circonstances, les moyens avec qui on veut aller, les responsabilités, et justement les chronogrammes, les délais et avec les moyens de contrôle à mi-chemin. Mais tant qu'on ne fait pas cela, on restera toujours justement à des balbutiements qui ne donnent pas le résultat escompté. Et je pense qu'il y a du chemin à faire. Les autres points aussi, peut-être l'innovation, c'est peut-être l'adaptation de la diplomatie malienne au contexte actuel. Mais là, j'ai dit, c'est une innovation par rapport à ce que nous avons connu jusque-là, parce qu'on se rend compte que tout pêche par ce niveau, surtout par ce niveau. Et donc nous y reviendrons certainement. Alors monsieur honorable Sangaré, que pensez-vous de la déclaration tout de suite de monsieur Touré par rapport au contenu même de cette déclaration de politique générale, quand il dit que c'est juste des choses qui sont dites, des missions de bons offices, mais concrètement il n'y a pas quelque chose qui est là qui répond réellement aux besoins des Maliens? Non, moi je pense, quand on parle avec ce ton, ça peut être une façon de parler de l'opposition, mais moi je pense aujourd'hui que la priorité au Mali aujourd'hui, c'est la paix. Maintenant, il est plus facile de parler de la paix que d'arriver à la paix. La paix est un processus. La paix, c'est un comportement. Et je crois que c'est le travail de tous les jours, le comportement de tous les jours qui doit nous amener à la paix. Et concrètement, dans cette déclaration, qu'est-ce qui est dit là-dedans qui va permettre d'atteindre ces objectifs? Ce qui est dit là-dedans, d'abord, je crois que, contrairement à ce que Agaïdi a dit, le fait de mettre en place de mettre en place déjà une commission de bons offices pour aller au nord et parler à ces gens-là, ça fait partie des ressorts maliens pour que nous puissions arriver là. Le fait également de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces armées, ça c'est déjà des stratégies pour qu'au moins nous ayons une armée qui soit en mesure d'imposer ce qu'ils appellent d'imposer la paix à ces ennemis de la paix au nord. Le fait également de faire en sorte d'adapter la diplomatie même au contexte, c'est comme si on est en train de créer déjà le G5. C'est amener les autres pays voisins à comprendre que le terrorisme, ce n'est pas seulement au Mali, qu'il faut que tout le monde soit ensemble. Et appeler les pays européens, les Nations Unies à nous appuyer dans ce sens-là. Voilà des démarches qu'on est en train de faire parce que la paix aujourd'hui, ce n'est pas seulement une conquête, mais il faut l'imposer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Voilà quelques stratégies qui ont été mises en place pour arriver à ça. Donc, avant de parler maintenant des besoins réels des Maliens qu'on n'ignore pas, qui se trouvent dans d'autres domaines, il faut quand même qu'on parvienne à ça d'abord, parce que le développement ou les autres besoins primaires des Maliens résultent du fait qu'on est quand même un pays quand même en paix. Donc vraiment il y a des stratégies quand même qui ont été déclinées et qui font aujourd'hui que, de par le monde, même par rapport déjà, il y a aujourd'hui une séance au niveau des Nations Unies pour quand même voter une résolution qui va quand même mettre en place une patrouille ou un contingent qui va quand même travailler contre le terrorisme. Donc il y a quand même des stratégies qui ont été mises en place, mais pour arriver à la paix, il va falloir du temps, il va falloir de l'énergie, il va falloir de la patience, mais il faut que tous les Maliens acceptent de parler d'abord le même langage et qu'on laisse le gouvernement travailler, mais c'est comme si quelqu'un qui transpirait sous la pluie. Peut-être on ne voit pas, mais au final, je pense qu'on arrivera à ça et en ce moment, les autres programmes pourront être mis en œuvre. Mais il faut faire la plupart des choses également en déclaration et programme. Aujourd'hui, on est dans une déclaration, on n'est pas dans un programme, mais comme c'est accepté dans la Constitution... Justement, pourquoi on n'est pas dans un programme et qu'on est dans une déclaration et on est dans une déclaration, je crois que le sujet même de l'émission d'aujourd'hui, je crois que le thème que vous avez choisi, c'est débattre sur la déclaration de politique générale. Justement, on va parler de la déclaration de la politique générale, mais ça ne nous empêche pas de savoir également, les auditeurs veulent savoir aussi pourquoi... Ce n'est pas un programme. Pourquoi? C'est pas un programme, parce qu'un programme, comme quelqu'un l'a dit, un programme, vraiment, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande beaucoup plus de précision, ça c'est vrai. Mais on a choisi la déclaration pour qu'au moins le gouvernement ait beaucoup plus de flexibilité pour voir ce qui peut être fait. Parce qu'on est à un an
de la fin du mandat du président, il faut prendre quelques priorités et axer les efforts sur ça. Mais justement, quand vous parlez d'un temps, est-ce qu'il ne faudrait pas bien analyser ces stratégies, comme vous le dites, la paix c'est un processus, précipiter les choses, est-ce que cela ne va pas également nous mettre en retard? Non, on n'a pas précipité la paix. Il y a déjà les prédécesseurs qui ont déjà travaillé sur un certain nombre de choses. Donc ils ont amené la paix, le processus d'un point A à un point B, lui il poursuit. Donc, comme on l'a dit, depuis le déclenchement de cette guerre et depuis la mise en œuvre des initiatives pour arriver à la paix, donc on est dans un processus et ce processus continue. Donc, en continuant, chacun essaie maintenant de mettre le sien pour qu'on puisse arriver, on puisse quitter d'un point A à un point B. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, M. Al-Kaïdi Touré, toujours par rapport au programme et à la déclaration de politique générale, pourquoi l'Assemblée nationale ne demande pas un programme au lieu d'une déclaration de politique générale? De mon point de vue, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, moi, je considère ça comme un cabinet du gouvernement. C'est-à-dire? Bon, c'est en fait le gouvernement, ce qu'il veut, c'est ce que l'Assemblée fait. Donc, ce n'est pas l'opposition qui va les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Pourquoi? Parce que le gouvernement a la majorité? Non, ce n'est même pas la majorité. C'est-à-dire, moi, je considère l'Assemblée aujourd'hui comme un cabinet du gouvernement. Parce que moi, je crois que la majorité au niveau de l'Assemblée ne sait même pas pour quelle mission elle est là-bas. Parce que c'est ça le problème. Moi, il croit que c'est comme ça qu'on peut défendre un gouvernement. Non. On amène une déclaration de politique générale. C'est des axes. Mais c'est le gouvernement qui a proposé, parce que c'est le gouvernement qui exécute un programme de gouvernement. Mais l'Assemblée nationale, c'est pour appuyer, c'est pour apporter quelque chose. Voilà, c'est pour faire ressortir les besoins des populations que l'Assemblée représente. Mais l'Assemblée nationale du Mali, du côté de la majorité, ne représente pas le peuple malien. Ça, je vous le dis franchement. Dans ce cas, quel est votre rôle, vous? Notre rôle, c'est tous les jours de décrier. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire. Vous voyez, l'autre jour, au lieu de venir dire des insuffisances de la déclaration de politique générale, ils sont venus plutôt faire, comme des cantatrices, chanter les louanges du Premier ministre. Tout le monde connaît les qualités d'intégrité du Premier ministre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a changé le Django quand Moussa Mara était venu de Kidal. On a dit que le grand commis de l'État, c'est bien le Premier ministre Modibo Keïta. Mais ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. L'Assemblée nationale représente le peuple et les préoccupations du peuple aujourd'hui ne sont pas prises en compte dans cette déclaration de politique générale. Il faut qu'on soit clair. Et personne ne les a empêchés de travailler. L'accord, quand on dit qu'il y a un accord a été signé. On doit avoir déjà les prémices quand même d'une paix. Où est la paix? Depuis combien de temps? Ce qui s'est passé après la signature de l'accord ne s'est jamais passé au Mali. Depuis que l'accord a été signé, ce n'est pas la peine de revenir sur tout ce qui est en train de se passer. Non, c'est frustrant. Il faut que les gens reconnaissent la vérité et que ce n'est pas le bon chemin. Pendant combien d'années on a négocié au niveau d'Alger? Et aujourd'hui, on va nous parler encore de G5 qui sert à quoi? À se marier? Parce que dans tous les cas, si l'Algérie, la Mauritanie avaient réellement aidé le Mali, si la France avait réellement aidé le Mali, est-ce qu'aujourd'hui on serait là? Non. Il ne faudrait pas qu'on vienne tous les jours raconter la même chose. Ce n'est pas possible. L'accord là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon et il est inapplicable. L'accord pour la paix qui a été signé. Il n'est pas bon. La preuve est qu'il n'arrive pas à le faire mettre en œuvre. S'il était bon, il allait pouvoir le faire. Alors, monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, vous êtes juriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Al-Kaïdi Touré quand il dit qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale, au lieu de représenter le peuple, est un cabinet du gouvernement, c'est-à-dire qu'il représente uniquement le gouvernement? En fait, c'est l'impression qui se dégage à entendre justement les interventions des députés. Il n'est pas interdit justement d'adouber un Premier ministre, surtout quand il est de son bord, de l'accompagner. Mais ici, en termes de déclaration de politique générale, il s'agit de déterminer et de définir et de faire comprendre aux citoyens la politique qui va régenter leur vie dans les mois à venir. Et donc, en ce moment, il s'agit de parler dans un langage qu'eux, ils appréhendent, qu'ils comprennent. Nous sommes d'accord de parler de leurs problèmes, pas nécessairement de venir louer à tout va ce qui est contenu. C'est d'expliciter, eux, au moins de dire pourquoi tel aspect est important. Et je suis sûr que, puisque tout est critiquable, d'apporter une valeur ajoutée à ce que le Premier ministre a pris son temps de faire. Tout est critiquable concernant le document?
Véritablement. Donc, et je pense que c'est faisable. Et c'est ce rôle que les autres députés, certainement donc de l'opposition, font. Il n'est pas aussi interdit, je prends aussi à contrario, que les députés de la majorité, justement, apportent de l'eau au moulin pour accompagner le Premier ministre avec un plus, bien sûr. Et ça doit être explicité, améliorer tel aspect. C'est bien. Bon, alors, maintenant, par rapport à la recherche de la paix, parce que je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et on s'est dit alors, on se bat contre qui aujourd'hui? Du moment que l'accord est signé depuis 2 ans, nous nous battons contre qui au Mali? Est-ce que les groupes armés qui à un moment recherchaient une certaine autonomie ou une indépendance? Je me dis non, puisqu'ils ont signé l'accord. Et je me dis, du point de vue militaire, ces groupes armés, je pense, sont installés dans une logique de paix et ne font d'ailleurs même pas le poids. Même face au Gatia, nous avons vu le cas de Kidal l'année dernière. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Ça, c'est des questions réelles que nous devrons nous poser et que chaque citoyen se pose d'ailleurs. Pourquoi la paix qui pense que ça n'avance pas parce que l'accord qui doit être mis en œuvre n'est pas bon. Mais l'accord n'est pas... Au moins, ce que dit l'accord, mettez-le en œuvre. Mettons cela en œuvre pour qu'on puisse le voir. Mais ce n'est pas mis en œuvre. C'est l'État qui bouge, les autres ne font absolument rien. Alors, est-ce que cette déclaration peut changer la donne? Déjà en 2015, le 8 juin 2015, le Premier ministre Modibo Keïta, le grand commis, avait annoncé le retour de l'État dans ces zones, que l'État regagne la plénitude de sa compétence sur l'ensemble du territoire national. Mais ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui empêche cela? Personne n'arrive à nous expliquer réellement pourquoi cela ne se fait pas. Et c'est ce qui préoccupe les Maliens. Si vous avez vu le lever de bouclier dans le cadre de la procédure de révision constitutionnelle, mais c'est cet aspect qui a été le plus mis en avant. L'intégrité du territoire national est entamée. Et depuis fort longtemps, ça ne bouge pas. On ne comprend pas pourquoi cela ne se fait pas. Et si cela n'est pas fait, la paix est loin d'être atteinte parce qu'il y a une grande zone du territoire national qui est hors contrôle. Alors, honorable Sangaré, M. Al-Kaïdi Touré pense que vous représentez le gouvernement au lieu du peuple malien à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés de la majorité. Non, il ne l'a pas dit comme ça, il dit que c'est l'Assemblée. Il dit, je répète exactement ce qu'il a dit, aujourd'hui l'Assemblée nationale est un cabinet du gouvernement. Non, lui, il est inclus. Donc, parce que l'Assemblée nationale, c'est un tout, il n'y a pas maintenant. Maintenant, ce que je veux dire à ce niveau, il faudrait que les gens comprennent un peu le rôle des uns et des autres. L'Assemblée nationale n'est pas un cabinet. Mais les gens doivent comprendre quand même que l'Assemblée nationale du Mali c'est comme s'il y avait des camarades amis au niveau du gouvernement. Donc le gouvernement et sa majorité doivent parler le même langage. Mais quand les gens suivent un peu les débats... Excusez-moi, quand vous dites que le gouvernement et sa majorité doivent parler le même langage, est-ce que c'est-à-dire que la majorité ne doit pas critiquer les actions du gouvernement? Non, je ne l'ai pas dit. Parler le même langage n'est pas dit qu'on ne critique pas. J'arrive. Quand vous me laissez terminer sur le développement mon idée. L'Assemblée, parce que l'Assemblée, la majorité, le gouvernement a sa majorité à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée, les députés de la majorité, c'est le gouvernement des députés de la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays à démocratie avancée. La majorité représente le gouvernement à l'Assemblée. L'Assemblée également a son gouvernement. Donc, maintenant, quand les gens suivent les débats, c'est pas que nous, on est là seulement pour parler du bien de l'Assemblée, mais nous, on a toujours évoqué les préoccupations des Maliens, on a toujours fait des recommandations. Mais nous disons que le programme que le gouvernement est en train de développer devant l'Assemblée nationale est un programme commun partagé et par les députés et par les ministres au niveau du gouvernement. Maintenant, quand ils viennent, nous essayons maintenant de leur dire, voilà ce que vous avez fait, c'est bien, mais voilà les observations que nous donnons. Et nous l'avons toujours dit. Les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité, les problèmes des commerçants, tout ce qu'on peut soulever aujourd'hui, le problème agricole, les députés de la majorité les ont soulevés. Mais il y a une façon de le dire. L'opposition peut critiquer comme ça dans la critique stérile. Mais la majorité doit pouvoir dire c'est bien, voilà les corrections qu'il faut apporter. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale c'est un cabinet, parce que nous avons toujours dit ce que nous pensons par rapport au programme qu'on nous amène. La preuve, quand vous voyez, je prends un exemple récent, que Al-Qaïdi lui-même a reconnu,
ça c'est la révision constitutionnelle. On a eu à apporter 75 amendements. Donc ça, il ne faudrait pas que les gens pensent chaque fois. Et même la délégation de politique générale, nous avons fait des recommandations. Nous avons fait des recommandations spécifiquement par rapport au problème de l'eau. Nous avons fait des recommandations par rapport au problème de l'agriculture. Nous avons fait des recommandations par rapport aux écoles. Nous avons fait des recommandations par rapport au climat social. Nous avons fait des recommandations pour dire que les Maliens, les fonctionnaires maliens et les travailleurs maliens doivent vivre de leur salaire. Donc voilà des choses que nous avons eu à dire. Donc il ne faudrait pas que les gens tirent tout ce que nous disons pour qu'au moins se rassurer quand même le gouvernement qui vient, le Premier ministre quand même qui vient pour la déclaration. Et ce que j'ai dit à ce niveau également, j'ai dit l'opposition comme la majorité, nous représentons le peuple et quand il y a des problèmes qui se posent par rapport au peuple, nous avons eu toujours le même comportement par rapport, mais c'est dans le langage différent. Alors, est-ce que la DPG a été suffisamment analysée par les députés de l'Assemblée nationale quand on sait que le document fait à peu près beaucoup plus de 30 pages et qu'il y a beaucoup qui sont là-bas qui ne comprennent pas également français aussi? Est-ce qu'ils ont le temps de traduire, comprendre? C'est une contrainte déjà de la Constitution parce qu'il est dit que quand on dépose le Premier ministre fait la déclaration de politique générale, 72 heures après, les débats sont engagés. Donc ça, c'est des contraintes certainement qu'il faut lever. Et également, comme vous l'avez dit, il y a qu'il faut améliorer la qualité des députés qui sont à l'Assemblée nationale pour que les gens aient suffisamment le temps de lire. Et en plus de ça, renforcer la capacité des députés, ça veut dire qu'il faut que les députés également aient des assistants pour les aider. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient pour une loi, le ministre ou le Premier ministre a un contingent d'assistants, de conseillers, qui assistent le Premier ministre. Mais quand le député vient, c'est le député surface au document. Donc il y a des insuffisances que les Maliens doivent accepter pour renforcer et améliorer la capacité, les capacités des députés pour que les députés puissent non seulement lire, parce que le député considéré comme quelqu'un qui vote la loi, qui contrôle l'action du gouvernement, mais qui n'a pas les moyens des missions que la Constitution confie aux députés. Donc en ce moment, les gens lisent comme ils le peuvent et ils analysent comme ils le peuvent, mais s'il doit parler, s'il doit avouer, c'est que les députés n'ont pas non seulement les capacités intellectuelles, ils n'ont pas les moyens logistiques, ils n'ont même pas le recul nécessaire pour pouvoir analyser comme il se doit la délégation de politique générale qui, quand même, à la fin, le gouvernement, le Premier ministre, son gouvernement doit être jugé à la fin sur le bilan de ce qu'ils ont annoncé au peuple. C'est là, il faut le reconnaître. Merci, M. Sangaré. Alors, M. Ibrahim Ikassa Maïga, est-ce que cela est bon pour notre pays? Quand M. Sangaré vient de le dire, il y a à l'Assemblée nationale certains qui n'ont pas les capacités pour bien analyser le contenu de cette déclaration de politique générale avant qu'elle soit adoptée. Oui, c'est un véritable handicap de ce point de vue pour atteindre la pleine efficacité du Parlement, qui représente le pouvoir législatif, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est un pouvoir plein dans la République qui doit pouvoir efficacement se prononcer sur les propositions d'action gouvernementale et de façon critique. Critique, ça veut dire de façon positive. Okay. Donc, et apporter une valeur ajoutée. Donc, et c'est bien dommage que nous ayons une majorité, je n'ai pas nécessairement les statistiques, mais une majorité des députés dont le niveau intellectuel ne permet pas nécessairement de critiquer à fond ce que des experts dans le cabinet, et ce n'est pas seulement dans le cabinet du Premier ministre, je complète l'honorable Sangaré, mais c'est dans le cabinet de tous les ministres, de tout le gouvernement, c'est eux qui concourent justement à l'élaboration de cette déclaration de politique générale. Maintenant, et c'est vrai que l'accompagnement en termes d'assistants parlementaires, d'experts, nous sommes d'accord, devrait compléter justement, nous sommes d'accord, ce niveau de nos députés. Maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être, il faille intégrer positivement des considérations de niveau dans les prochaines relectures de nos textes. Nous sommes d'accord par rapport à ceux qui doivent nous représenter à ce niveau, parce qu'il y a un débat intellectuel qui s'instaure, c'est vrai, il faut l'accepter ainsi, il faut un débat intellectuel, et on attend d'eux
une valeur ajoutée dans l'action gouvernementale pour pouvoir et aussi opportunément contrôler cette action gouvernementale. Okay? Nous sommes d'accord. Nous avons très rarement vu une désapprobation de la déclaration de politique générale d'un Premier ministre. C'est très rarement arrivé. Je pense que c'est peut-être les premières heures de la Première République, et pour des raisons politiques, j'imagine, c'était pour cela, mais pas nécessairement la pertinence des arguments apportés. Donc je pense que c'est un réel manque à ce niveau qu'il faille combler d'une façon ou d'une autre. Merci. Que soit rehausser le niveau requis pour être candidat à la députation ou étoffer justement les cabinets techniques dans le projet de nouvelle constitution par exemple. Peut-être de nouvelles constitutions ou autres, ou en tout cas prévoir que les députés doivent être assistés, qu'on ait l'opportunité. Et d'ailleurs, je pense, ça a été évoqué aussi, le délai d'analyse de 48 heures donné aux députés se trouve être assez court. Nous sommes d'accord pour leur permettre d'aller un peu plus profondément. Ok. Merci. Merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons de la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui a été adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale avec 108 députés qui ont voté pour et 35 contre. Alors nous avons comme invité M. Yaya Sangaré qui est député de l'ADEMA de la majorité, Al-Kaïdi Touré de l'URD opposition et également M. Ibrahima Ikassa Maïga qui est juriste. Alors nous allons tout de suite écouter M. Alexis Kalambri qui est journaliste au niveau du quotidien Les Échos, qui va nous parler de ce qu'il pense de cette déclaration de politique générale. Il faut voir le contexte. Je pense que certainement c'est la dernière DPG qu'on aura dans le premier mandat du président Ibeka. Donc bien entendu, ça devait faire des projections et on a vu plus de projections dans ce sens que ça fait beaucoup rêver. Il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de promesses et c'est de bonne guerre. C'est vrai qu'il évoque les questions, mais les préalables sont le retour de la paix et le dialogue social. On a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore là. En beaucoup d'endroits, la DPJ sonne comme un vœu pieux. C'est vraiment une DPJ de campagne. Alors, monsieur Al-Kaïdi Touré, il y a Alexis Kalambri qui pense que c'est un document de campagne, une DPG de campagne. Que pensez-vous de ça? C'est absolument naturel, mais permettez-moi de rebondir sur certaines questions qui ont été posées par mon ami, quand même, Yaya Sangaré. Quand Yaya Sangaré nous dit quand même que le gouvernement doit avoir la même voix, par exemple, que l'Assemblée nationale par rapport à sa majorité, je dis que moi, je ne comprends pas la chose de cette façon. Parce que je crois que le principe de la séparation des pouvoirs est clair. L'exécutif, il exécute, il gouverne, le législatif légifère, il contrôle l'action gouvernementale et le judiciaire s'occupe des questions juridiques et judiciaires. Donc, si quand on me dit, il me dit ça, je comprends absolument rien. À l'Assemblée nationale, nous sommes tous ensemble là-bas. Combien de fois la majorité a entravé et des actions qui ont été menées par des députés par rapport au contrôle de l'action gouvernementale par rapport à des questions orales. Ça ne finit pas. Si c'est ce qu'ils appellent, ce n'est pas ça. Il n'a qu'à voir les démocraties ailleurs. Critiquer un gouvernement, critiquer, améliorer le programme ou des propositions des gouvernements n'a rien à voir avec sanctionner un gouvernement. Je ne leur ai jamais demandé de sanctionner. Par exemple, quand il y a motion, on ne leur a jamais demandé de sanctionner. Mais les préoccupations des Maliens, on doit pouvoir les dire. Ça, c'est le minimum. Si on ne peut pas le dire, on ne peut pas me dire que vous êtes à l'Assemblée. Donc, ce qui est clair là-dedans, vous le voyez. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la diplomatie, on est obligé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de diplomatie. À l'extérieur du Mali, les Maliens là sont abandonnés à eux-mêmes. C'est moi qui vous le dis, abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas un seul Malien qui est aujourd'hui fier d'être du Mali. OK. Ils ont des problèmes partout, des difficultés partout. Et quant au programme présidentiel d'urgence, 6 mois après son annonce, où est l'inscription budgétaire spécifique qui a été faite à ce niveau? Rien. En 2018, le chiffre annoncé de 2201 milliards pour ce programme affectera absolument la soutenabilité du budget de l'État. De toute évidence, donc la proposition du gouvernement d'impulser l'investissement, les mines, l'industrie, l'emploi, l'agriculture à travers ce programme d'urgence sociale est inconséquente.
Donc vous voyez, donc si on nous dit que c'est pour préparer la campagne présidentielle 2018, c'est absolument ça. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est des déclarations. Il n'y a aucun moyen pour pouvoir mettre ça en œuvre. Le minimum, c'est d'abord la paix. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que quelqu'un peut être fier de la signature de cet accord. Et si vous le voyez, c'est parce que l'accord, je l'ai dit, il est fermé. Un accord fermé sur lui-même ne pourra pas prospérer. Et vous avez vu que tous les gens qui manifestent, s'il y avait eu un consensus... Fermé, c'est-à-dire? L'accord est fermé à partir du moment où des gens qui sont partis représenter un peuple disent eux-mêmes qu'entre eux là-bas, personne ne peut décider après. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir de représentation. Si c'est un pouvoir de représentation, il y a un pouvoir de compte-rendu. C'est naturel ça. Vous partez représenter des gens. Quand vous retournez, vous devrez normalement retourner sur votre mandat pour dire voilà, nous avons été, voilà ce qu'on nous a proposé. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Mais vous fermez, vous dites que personne ne peut mettre la bouche là-dedans. Personne ne peut y dire quoi que ce soit si ce n'est vous, les partis qui ont signé, la communauté internationale et les partis signataires et le gouvernement. Vous voyez, ça c'est un accord fermé. Au début de votre intervention, vous étiez en train de dire qu'une bonne partie de préoccupations des Maliens n'ont pas été prises en compte et vous étiez en train d'en citer quelques-unes. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Combien de Maliens ne mangent pas à leur faim? La ration quotidienne aujourd'hui, ils n'en ont pas. Combien de Maliens? Qu'on trouve la solution au problème de ces gens. Le petit commerce qui se meurt, qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution à ceci? L'artisanat qui se meurt, le tourisme aujourd'hui, qui sont pratiquement en inactivité. Les activités sont arrêtées. Le cultivateur qui n'a pas de moyens de production et qui aujourd'hui pour l'insécurité ne peut même pas se rendre à son champ. Cet éleveur dont les bétails est volé tous les jours grâce à l'insécurité. Quelle solution apporter à ça? Ce n'est pas un problème de l'opposition. Le problème là aujourd'hui, c'est un problème face au peuple malien. Dites au peuple malien qu'est-ce que vous leur faites. Laissez l'opposition tranquille. Nous pouvons dire ce que nous voulons. L'essentiel, si vous résolvez les problèmes des Maliens, ils seront avec vous. C'est aussi simple que ça. Voilà les questions. Honorable Yaya Sangaré, vous voulez réagir par rapport à ce que dit M. Honorable Al-Kaïdi Touré? Non, je vais réagir au deux parce que j'ai réagi par rapport à ce que Alexis a dit, par rapport à ce que Al-Kaïdi dit. D'abord, je voulais dire à Al-Kaïdi, ce n'est pas une question d'opposition de majorité, c'est lui qui est en train de parler d'opposition, mais nous, on est en train de parler du Mali. Mais il ne faudrait pas que l'opposition également cherche à surfer sur la misère des Maliens sans proposer des réponses concrètes aux préoccupations des Maliens. Il est très facile de dire que les Maliens ne vont pas dans les champs, les cultivateurs n'ont pas de moyens de travail. Il est très facile de dire qu'il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qu'il propose pour qu'il y ait la paix au Mali? C'est ça. On a besoin de tous les Maliens pour le faire. Donc c'est très facile de critiquer sans proposer. Je dis que c'est vous qui êtes au pouvoir, je vous ai écouté. Il faut avoir la bonne éducation d'écouter les autres. Mais ça, c'est un. Non, je t'en prie, laissons Yaya Sangaré parler d'abord et vous aurez la parole. Voilà, ça c'est le minimum. La courtoisie voudrait quand même vous parler pendant tout ce temps. C'est moins encore moins fort. Vous devez avoir cette patience-là pour écouter les autres. Tout ça, je suis d'accord. Donc, par rapport à la campagne, moi je pense que si le Premier ministre avait voulu faire des campagnes, il aurait fait des promesses démagogiques. Mais les engagements que le Premier ministre a pris, c'est des engagements mesurés, des engagements réalisables. Et il a demandé... Réalisable avec ce délai? Voilà, non, s'il avait fait, Alexis a dit que c'est un des péchés de campagne. Je dis, une des péchés de campagne, c'est des promesses démagogiques. Mais dans la dépêche du Premier ministre, je crois qu'il a fait des engagements mesurés. Il n'a pas voulu dire je vais ouvertement faire ça. Donc, c'est raison pour laquelle il a fait une déclaration pour dire aux gens voilà comment je vais avancer à pas mesurer avec l'ensemble des Maliens. Et je sais qu'il y a telle difficulté, nous devrons avancer ensemble. Mais au même moment, il a montré aux gens les performances qu'on a enregistrées en matière macroéconomique et qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'on a réalisé pour l'apaisement du climat social avec les magistrats, avec les médecins, avec les transporteurs, ainsi de suite. Donc, il s'est dit maintenant, ensemble, nous allons progresser. Et pour progresser, il faut d'abord parachever. La mise en œuvre de l'accord, on n'a même pas dit la mise en œuvre, hein. L'accord est en train d'être mis en œuvre. Mais il dit parachever. Il faut qu'on arrive à un certain niveau de la mise en œuvre de l'accord pour que les Maliens puissent espérer avoir les dividendes de la patience de tout ce que nous avons réalisé ensemble. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale du Mali, la majorité prend en compte les préoccupations des Maliens. Ce n'est pas seulement l'opposition qui prend en compte les préoccupations des Maliens, mais ce que la majorité est en train de faire, c'est que la majorité est dans l'action. Maintenant, l'opposition est dans la critique. L'opposition n'apporte rien. Il est plus facile de dire aux gens, même mettez-vous à la place dans l'action pour dire voilà ce que nous avons apporté. Il n'y a pas de proposition.
Les Maliens ont besoin de propositions par rapport à les problèmes. Les Maliens veulent aujourd'hui comment avoir de l'eau. Les Maliens veulent avoir aujourd'hui comment il faut aller à la paix. Mais quand d'autres sont en train de travailler pour la paix, il y a certains qui sont en train de... Je prends l'exemple tout récent. Mais si on doit tout dire. Mais l'attaque de campement, moi je peux dire que c'est... On peut même si on fait le lien, c'est parce qu'on a dissert les forces de sécurité, on les a amenés pour encadrer la marche de l'opposition, qui a eu l'attaque de Kangaba. Parce qu'on est dans l'état d'urgence. On veut travailler dans le calme, dans la sérénité. Il y a certains qui ne veulent pas qu'on travaille dans ce sens-là. Mais si les Maliens comprennent un peu le comportement de l'opposition travaille vraiment pour qu'il n'y ait pas de paix. L'opposition travaille pour que les Maliens n'y a pas de sécurité. L'opposition travaille pour que les Maliens n'aient pas à manger. Parce qu'on ne peut pas disser ça pour les forces de sécurité pour que de l'autre côté, les gens puissent s'attaquer aux gens. Donc moi, je veux aujourd'hui qu'on se donne la main, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on se dise que le Mali est au-dessus de tout. Et qu'il n'y a pas de bons Maliens, il n'y a pas de mauvais Maliens. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous condamnés à réussir ensemble ou bien on va tous mourir ensemble. Monsieur Donc Ikassa, personne ne va s'échapper et laisser l'autre. Ceux qui sont dans l'action, il faudrait que les gens les aident. Parce que nous sommes dans une période difficile aujourd'hui au Mali. Ce n'est pas un pays qui est dans une marche normale. Alors, Monsieur Ibrahima Ikassa Maïga, vous êtes juriste. Quelle lecture faites-vous de ces deux points de vue? Ok, merci bien. Je pense que ce qui a été annoncé ici, en me référant aussi à l'analyse faite par Alexis Kalambiri, c'est que peut-être du point de vue politique, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas pourquoi honorable Sangaré de la majorité s'en offusquerait. C'est de bonne guerre de faire la campagne. Sinon, pourquoi être un Premier ministre issu d'un parti politique de la majorité qui aspire nécessairement naturellement à cela? Maintenant, on estime que les aspects doivent être très pertinents par rapport aux besoins réels du Mali. C'est cela. Ce n'est pas que parce que si, par exemple, le programme présidentiel d'urgence sociale n'est pas bien spécifié, n'est pas ciblé, ça veut dire que ce seraient des actions, des interventions opportunistes. Cibler des contingents d'électorat pour diriger telle action spécifique à leur endroit, ainsi de suite. Mais c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est à la tâche qu'on verra le gouvernement si réellement ça s'attaque à des problèmes réels, pertinents, selon l'ordre d'importance ou des priorités, ou bien ce seraient des interventions prioritaires. Mais souffrez que les observateurs est justement cet a priori par rapport à cette situation. Maintenant, par rapport, je pense que c'est peut-être une sorte d'humeur, vous m'excusez du terme honorable, ça veut dire que pour une marche qui a été organisée le samedi 17 et une attaque intervenue le lendemain, que les forces ont été mobilisées par cela, je pense que gouverner, c'est prévoir. Je ne pense pas que les forces mobilisées de ce point de vue soient de nature à empêcher les forces de sécurité de s'occuper de ces domaines régaliens en matière de prévoyance même de l'insécurité, de ces trucs, résiduels entre guillemets. Maintenant, ce que je voudrais quand même dire en revenant à la diplomatie, mais c'est l'aspect, et il l'a dit, c'est plutôt porté sur l'image du Mali qui soit mieux vue. J'ai dit, mais non, c'est la priorité des Maliens. Quelles sont les priorités des Maliens de l'extérieur? Et ce gouvernement doit s'en occuper. Aujourd'hui, les prix des denrées ont gonflé à Gao parce que l'État nigérien a coupé les tronçons Niamey-Gao. Simplement parce... Mais notre diplomatie doit s'intéresser à cela. Et les gens souffrent énormément par rapport à ces aspects. Et je me réfère à ce qui s'est passé à Paris, je me réfère à ce qui se passe ailleurs, en Libye, ainsi de suite. Nous devrons être assez vigilants pour la protection. Merci. Et nous allons finir avec cet avis de la population malienne qui semble ne pas être sensibilisés, informés du contenu de cette déclaration de politique générale. La nouvelle politique de notre gouvernement, on n'a rien comprendre sur leur déclaration. Je ne sais même pas quoi dire, puisque pratiquement c'est tout sauf rassurant. Honnêtement, je suis vraiment navré. Avant qu'ils me viennent, franchement, pratiquement tout le Mali était au Sapois.
Mais à la veille de son arrivée, les Maliens ont commencé à gagner un peu d'espoir par rapport à l'avenir. Et jusqu'à présent, c'est toujours le même problème. Je pense que la déclaration de la politique générale du Premier ministre était tout sauf bon. En ce qui concerne le gouvernement malien actuellement, je pense qu'ils ne font pas l'affaire du Mali, hein. Ils ne font pas l'affaire du pays. Donc si c'est le cas, moi je crois qu'ils doivent céder vraiment, comme l'a fait monsieur le président français. Donc ils doivent suivre ce même exemple, quoi. Voilà, et c'est sur cet avis de la population qui semble ne pas être informée et sensibilisée par rapport à cette DPG que prend fin ce débat avec comme invité Al-Kaïdi Touré de l'URD Opposition, Yaya Sangaré de l'ADEMA Majorité et Ibrahima Ikassa Maïga, juriste. Le débat a été réalisé par Ibrahima Haran Diallo à la technique Peting Diara, régie vidéo assurée par Nouhoum Djiré, à la présentation Mouhamadou Touré. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.